Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. J'ai une grande question pour tous nos téléspectateurs. Reyerswiller, est-ce que vous connaissez? En tout cas, tout sûr, pas aussi bien que nos invités. Gérard Kister, Gérard Kölsch et Norbert Knobloch sont là pour vous faire découvrir la commune sous toutes ses coutures. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Je vous donnerai largement la parole, ce sera tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Dans cette émission, les internautes aussi vont s'exprimer, ça sera à travers la voix chaleureuse de Sandrine. Coucou. Salut. Côté actu, on parlera notamment de tourisme avec l'inauguration des nouveaux locaux à Sarreguemines et puis un chantier innovant à l'aéroport de Sarrebruck. Mais on va d'abord s'intéresser à ce qu'il y a dans les assiettes des ados. Laurie est à Beach, au collège Jean-Jacques Kieffer. Laurie, bonjour. Dis-nous, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui au restaurant scolaire du collège ? Coucou Julia, alors le menu d'aujourd'hui est entièrement bio et local. Les élèves vont retrouver dans leurs assiettes donc des crudités bio ainsi que du riz bio, du bœuf local tout comme le fromage de chèvre et un flan fait maison avec des produits bio. Donc le bio et le local se sont installés depuis 2013, donc progressivement dans cette cantine. Aujourd'hui on peut dire que le défi a été largement relevé par le chef cuisinier et son équipe. Vous découvrirez cette cuisine bio et locale dans un reportage et le chef cuisinier du restaurant scolaire ainsi que le vice-président du département vous apporteront quelques précisions. Eh bien, merci beaucoup Laurie, merci à Valentin aussi au cadrage. Et donc dans quelques instants, on va s'intéresser plus en détail au fonctionnement, mais surtout à l'approvisionnement de ce restaurant scolaire. On fait d'abord un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersviller. Baromètre de l'éducation nationale, les lycées de l'arrondissement sont bien classés. L'institution Sainte-Chrétienne se hisse à la première place du classement de l'Académie Nancy-Metz. Le lycée Tessier de Beach figure à la 13e place, le lycée Jean de Pange est à la 25e place et le lycée Henri Nominé est classé 41e. Le niveau des lycées est évalué notamment à partir du taux de réussite au baccalauréat. Un lit d'arrêt mis en place à l'aéroport de Sarrebruck. Des travaux sont en cours. Ce système d'arrêt d'urgence permettra d'immobiliser un avion effectuant une sortie de piste à l'atterrissage. Une construction qui augmente la sécurité des passagers et des pilotes. C'est la première fois que cette technologie nouvelle génération est installée en Allemagne. L'aéroport rouvrira ses portes aux voyageurs le 30 mars. La ville de Sarreguemines va renforcer les contrôles des crottes de chiens. Au printemps dernier, elle avait mis en place une verbalisation à hauteur de 68 € pour les maîtres pris sur le fait par la police municipale. Les agents de la mairie ont constaté de nombreuses incivilités malgré la présence de canissacs. Les policiers municipaux vont renforcer les patrouilles, notamment en début de matinée. Les électriciens pour le Népal. L'ONG Électriciens sans frontières a organisé un repas caritatif à Valsbronn. La salle La Forge était comble de 130 convives. La délégation Lorraine-Champagne-Ardenne mène un projet de microcentrale électrique dans le village népalais de Di. Elle éclairera 30 maisons. Électriciens sans frontières pilote de nombreux programmes d'aide au développement et des interventions d'urgence dans le monde. L'éclairage public va être rénové prochainement dans la rue Notre-Dame, la rue des Fleurs et la rue de l'Europe à Petit-Ré-d'Erchin. Les éclairages néons vont être remplacés par des éclairages à LED. Des horloges astronomiques vont être installées dans les 13 coffrets électriques pour pouvoir allumer tous les lampadaires de ces rues en même temps. Le coût sera de 32 176 €. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. Une belle météo de printemps et de la vitamine D en perspective. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. Waouh, mais comment tu fais pour avoir autant d'assurance ? Et on continue sur notre très belle lancée avec un soleil qui va briller sans interruption pour demain. Les températures vont même remonter pour atteindre 16 à 18 degrés au plus chaud de la journée. Demain nous serons le vendredi 22 mars et nous fêtons les Léa. Le soleil nous accompagnera de 6h29 à 18h47. Et la photo du jour sent bon le printemps avec les arbres fruitiers qui vont commencer à faire des fleurs, comme sur ce pommier que nous a envoyé Norbert Schneider. Un grand merci à lui pour cette photo et si vous aussi vous voulez nous en envoyer, écrivez-nous par mail ou par message privé sur notre page Facebook.
avoir autant d'assurance? C'est parce que j'ai toutes mes assurances au Crédit Mutuel. Et ça me libère. Assurance et prévoyance avec le Crédit Mutuel, ayez l'esprit libre. Je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous. Et local, c'est ce que propose la cantine du collège Jean-Jacques Kieffer à Bitche. Depuis 2013, le chef cuisinier Franck Frumholz propose aux collégiens des produits locaux et biologiques qu'ils trouvent dans un rayon de 10 km chez des petits producteurs. Laurie Coteau et Valentin Guinel l'ont suivi toute une matinée. Du champ à l'assiette, voici la devise de cette cantine. Dirigée par Franck Frumholz, la cantine du collège Jean-Jacques Kieffer à Bitche propose des repas équilibrés avec des produits locaux et biologiques. Le prix du repas est de 3,90 €. Au total, 450 couverts sont servis chaque jour, soit près de 20 kg de crudités faites à la main, autant pour le riz et 60 kg de viande. Les cuisiniers tentent d'éduquer le palais des collégiens à tous ces produits et particulièrement aux légumes. En tout cas, les élèves semblent ravis. La cantine du collège est très bonne. Bon, des fois, il y a des jours où les élèves n'apprécient pas vraiment le menu, mais en général, c'est vraiment bon. Elle est bonne, et surtout le lundi et mardi. Oui, il y a parfois des jours où c'est pas à notre goût, mais en général, c'est bon. Cette initiative du local et du bio permet de sensibiliser les collégiens et de les faire réfléchir à leur consommation. Oui, quand ça dedans, il n'y a pas trop de pesticides. Au moins, on sait d'où ça vient et c'est meilleur pour la santé. Oui, comme ça, il n'y a pas de trajet. Les trajets sont moins longs. La cantine privilégie les circuits courts. Près de 70% de l'assiette du collégien est composée d'aliments issus de producteurs du coin. Franck, le chef cuisinier, s'approvisionne grâce au marché de Bitche. On y retrouve notamment le stand de légumes biologiques Végétal Respect. Mais ces légumes sont-ils vraiment différents de ceux que l'on trouve dans les supermarchés ? C'est essentiellement au niveau du goût qu'on sent la différence par rapport à d'autres légumes. Vous avez aussi la texture, vous avez le fait qu'on puisse les conserver plus longtemps. Et voilà, donc quand on cuisine un produit comme un chou ou un chou-fleur, c'est quand même au niveau goût bien meilleur. Et le chef de la cantine ne s'arrête pas là. Du fromage jusqu'à la charcuterie en passant par les pâtes fraîches, tous ces ingrédients se retrouvent dans les assiettes des collégiens. Et là aussi, la différence se fait gustativement sentir. Alors mes produits, la différence c'est que ce sont mes chèvres qui produisent le lait. Et c'est moi qui transforme le lait et qui le vend. Et qui vend le fromage, voilà. Donc c'est du direct. Mes produits, déjà, on produit tout nous-mêmes, sans conservateur, sans colorant. On fume encore à l'ancienne et c'est pour ça que les clients ils sont très contents sur ça. Limiter le gaspillage, manger bio et local, réduire son impact carbone, ce sont des pratiques que la cantine applique depuis plusieurs années. L'initiative de ce chef cuisinier pourrait servir d'exemple pour d'autres cantines, puisque d'ici 2022, les repas dans la restauration collective publique devront comprendre au moins 50% de produits issus de l'agriculture biologique ou des circuits courts. Et pour cette cantine du Pays de Bitche, le bio et le local, ça ne passe pas que par la nourriture, c'est un concept plus global. Alors le mieux placé pour vous l'expliquer, c'est Franck Frumholz, le chef cuisinier. Bonjour Monsieur Frumholz. Bonjour. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé d'utiliser des produits locaux et bio ? Alors tout simplement pour le bien-être des élèves, dans un premier temps. Après pour avoir une définition paysagère dans l'assiette du collégien, tout simplement. Très bien. Et donc du coup, comment est-ce que vous vous organisez? Comment est-ce que vous faites pour utiliser tous ces produits? Alors, le département a mis en place une charte qu'on a signée avec plusieurs autres chefs du département. Donc, on a des schémas de culture, on a une économie millimétrée, on a des opérations anti-gaspillage, un gros mélange de tout ça avec une très très bonne organisation. On y arrive sans problème. Et donc du coup, c'est un concept global. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Le concept global, c'est simple. On va utiliser des bons produits, on va utiliser un ensemble de bons produits. On va utiliser du papier écologique non traité, etc. Des produits bio pour le nettoyage des bâtiments, c'est beaucoup mieux pour ceux qui les travaillent et qui les émanent. Et dans un deuxième temps, des produits écolabellisés pour le respect de l'HACCP en cuisine. Là, on n'y déroge pas et ça se passe très très bien comme ça.
département a mis en place une charte pour une restauration collective de qualité dans les collèges publics de Moselle. Je vous propose d'écouter le conseiller départemental du canton de Bitche, David Suc, pour en savoir un peu plus sur les objectifs départementaux en termes de local et de bio. Aujourd'hui, les objectifs du département en termes de bio et de local, je crois que c'est avant tout de mettre du vrai circuit court aujourd'hui dans la restauration hors domicile. Certes, vous avez la loi Egalim qui donne quelques orientations, mais on n'a au département pas attendu cette loi pour essayer de développer le circuit court pour deux raisons. À la fois parce que ça permet de soutenir les producteurs locaux, ça permet de développer la diversification dans les fermes, et puis après, ça permettra aux chefs de cuisine et aux enfants, aux collégiens de manger évidemment des produits de grande qualité et dont on n'évoquera sans doute pas en première priorité le prix. Je crois qu'aujourd'hui, il faut savoir mettre quelques priorités. La priorité du département, c'est une cantine de qualité, c'est des produits de qualité et puis c'est une agriculture qui continue à se développer en Moselle. Une belle vitrine pour les touristes et un outil performant dans l'air du temps. Hier, les nouveaux locaux de l'Office de tourisme Sarreguemines-Confluence ont été inaugurés. Élus, maires et acteurs du tourisme étaient présents pour visiter les lieux et se rappeler l'histoire de cet organisme, l'occasion de comprendre son importance sur notre secteur. Uranie Tozik était sur place. L'histoire de l'Office du tourisme de Sarreguemines ne date pas d'hier. Dès le 19e siècle, en plein boom des faïenceries, il existait déjà une structure d'accueil pour les voyageurs. Avant les années 90, de nombreux syndicats d'initiative se sont succédés, puis interrompus à plusieurs reprises. Il faudra attendre 1993 pour que l'Office de tourisme, tel qu'on le connaît aujourd'hui, voit le jour avec un classement 3 étoiles, puis 2001 avec un classement 4 étoiles. Depuis, ces missions vont au-delà de la simple information. L'équipe est à l'écoute des acteurs du territoire et les conseille dans leurs projets. C'est pour mener à bien l'ensemble de ces missions à l'échelle du bassin de vie que la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a décidé en 2012 de se doter de la compétence tourisme et par conséquent de reprendre l'Office de tourisme de Sarreguemines pour lui attribuer ce rayonnement intercommunal qui se dégage tout naturellement de la notion de développement touristique. Autre agrandissement du territoire en 2017 lors de la fusion avec la communauté de communes de l'Albe et des Lacs. Que faire, où manger, où dormir? Des questions qui trouvent très vite une réponse avec l'Office de tourisme, devenu une véritable vitrine de la ville et la première porte poussée par les visiteurs. Justement, l'Office de tourisme va proposer les bonnes adresses à découvrir, les bons plans, les sorties découvertes, les balades que le visiteur peut faire. Les salariés de l'Office de tourisme travaillent dans la région de Sarreguemines et la connaissent comme leur poche. Ils la consomment eux-mêmes. Et du coup, ils se placent aussi en tant qu'habitants et partagent leur expérience. Retombées économiques, mise en valeur de produits locaux, partenariat avec des associations, autant de missions qui démontrent l'importance de ce service et la richesse de notre territoire. L'Office de tourisme continue sur sa lancée et a de nombreux projets à venir, notamment tournés vers le numérique. Des progrès côté sécurité aérienne. Saarbrücken-Sheim va être le premier aéroport allemand doté d'un lit d'arrêt d'urgence. Comme il peut arriver qu'un avion ait besoin d'un peu plus de pistes pour s'arrêter, mieux vaut l'aider avant qu'il atteigne les obstacles qui sont parfois situés en bout de piste. Les éventuels bâtiments, cours d'eau ou bien comme à Sarrebruck, un ravin. Thomas Drouin a participé à une visite du chantier. Un lit d'arrêt nouvelle génération de 85 mètres de long à l'extrémité ouest de la piste. C'est la partie visible des travaux actuellement en cours à l'aéroport de Sarrebruck. Cette zone permettra l'immobilisation d'un avion sortant de la piste à l'atterrissage. Il permet d'arrêter un appareil jusqu'à une vitesse de 74 km/h et ce sans endommager le train d'atterrissage. Cela est possible grâce à une nouvelle génération d'un système d'arrêt d'urgence, une sécurité supplémentaire pour l'aéroport. L'aéroport de Sarrebruck est sûr. Il répond à toutes les normes internationales. Ici, il est question de rallonger artificiellement la zone de sécurité, car au bout de celle-ci, il y a une pente très forte. Cette construction augmente encore la sécurité des passagers, des pilotes et des avions.
Cela prend la forme de 42 cm de granulats de mousse de verre recouverts d'une fine couche de béton. C'est la première fois que cette technologie nouvelle génération est installée en Allemagne et seulement la deuxième fois en Europe. C'est dire si le chantier nourrit la curiosité du monde de l'aéronautique. Il y a beaucoup d'aéroports qui n'ont pas de bonnes zones de sécurité, parce qu'il y a des bâtiments à proximité dans les villes, ou de l'eau, ou encore, comme ici, une forte pente. D'où la nécessité de cette technique. Et on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt pour cette technologie dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a des visiteurs de tous les continents parce qu'ils souhaitent installer un équipement comparable. Mais ce n'est pas qu'en bout de piste que l'aéroport fait sa mue. Depuis le 4 décembre, le contrôle aérien ne se fait plus dans la tour de contrôle, mais à 440 km de distance depuis celle de Leipzig. Côté du terminal, certains espaces publicitaires vont être supprimés et des travaux de maintenance sont effectués sur l'ensemble du traitement des bagages. Le trafic aérien reprendra le 30 mars. On passe au sport à présent et côté foot, l'affiche Sarreguemines FC contre FC Metz aura été décidément un classique cette année. Après les messieurs qui se sont inclinés au tir au but contre le grand frère messin en Coupe de France, c'était au tour des féminines du SFC d'affronter hier soir les Grenats en 8e de finale de la Coupe du Grand Est. Alors malheureusement pour elles, le suspense aura été de courte durée. Les coéquipières d'Anne Lormast ont encaissé un but dès la 4e minute de jeu et elles en encaisseront 8 autres par la suite. Regardez. Voilà une erreur, encore pour Léa Khelifi. Oh, c'est bien joué ça, on va chercher côté gauche. Frappe. Et Khelifi pour l'ouverture du score. 1-0. Oh, c'est bien joué, un peu d'annonce, peut-être à 8. Attention, on est parti, c'est le numéro 7. Ouh, dommage. Il y a un bon retour encore du numéro 10, Gaborik, qu'on voit beaucoup. Un 3 derrière, on fait tourner, on cherche l'axe. On va chercher encore une fois Léa Khelifi. Léa Khelifi, petit crochet de là et enroulé du gauche et le deuxième but. Oh, quel beau but de Léa Khelifi. Le doublé. Voilà. Ça aura contre-temps. Et Khelifi. Bien joué. 3e but. Et le triplé. Une frappe lointaine. Attention. Ouais, bel arrêt. Khelifi, frappe du gauche encore. Joué gardienne, bonne lecture. Ouais. C'est le deuxième match où je suis hyper sollicitée et que je me prends autant de buts. Certains buts, je pense que j'aurais peut-être pu les éviter. Après, j'ai fait ce que j'ai pu. Ouais, presque capté le ballon, le relâche. Ouf, bien joué. Seul point de péno de l'arbre. Bonne lecture de Catherine, bonne lecture. Et c'est surtout une belle lecture de la gardienne sarregueminoise. Centre encore Léa Khelifi, oh là là, le 5e but de Léa Khelifi, extraordinaire. Centre. Elle est sur la trajectoire de encore une fois sur la trajectoire. Et c'est terminé. C'est terminé ici à la Bisse où le score de 9-0, score un peu lourd, mais 9-0 pour les Messines. Il n'y a pas eu vraiment de match, parce que les Messines étaient vraiment au-dessus. Mais c'est une belle expérience qu'ont vécu les filles. Le score est ce qu'il est, mais on retiendra que j'ai 14 guerrières et c'est très bien. Je suis contente et je suis super fière de l'équipe qui a rien lâché, qui a tout donné, qui s'est encouragée jusqu'au bout. Et vraiment, ils ont joué avec les tripes, quoi. Je suis vraiment super fière de toute l'équipe. C'est ce que je retiendrai sur le match. Et le foot féminin, alors certes à un autre niveau, nous a inspiré pour la question du jour. Cette année, la France accueillera la Coupe du Monde féminine de football. Est-ce que vous allez soutenir autant l'équipe de France féminine que masculine? Répondez-nous dans les commentaires. Sandrine, qu'en disent nos internautes? Ils sont fans? Alors plutôt, par contre pas dans notre story Facebook, on leur a proposé un sondage, on leur a demandé s'ils suivaient le football féminin en général et ils ont été 59% à nous répondre que non. Mais par contre dans les commentaires de la question du jour, la tendance s'inverse. Alors lorsqu'on leur demande s'ils vont suivre l'équipe de France féminine lors de la Coupe du Monde, là ils nous répondent tous oui. Alain nous dit au moins autant que pour l'équipe de France masculine et pour Dom ce sera même plus. JF nous répond plutôt plus et beaucoup plus même. Alors c'est plutôt encourageant à lire et je pense que ce sera vraiment le cas parce que pour ma part, alors je faisais partie de l'équipe qui a filmé le match d'hier soir et je peux affirmer que dans les tribunes il y avait déjà beaucoup plus de monde que d'habitude et les supporters qui étaient là faisaient vraiment beaucoup de bruit, donc les filles peuvent être vraiment fières de leur public. Et puis des supporters aussi derrière
derrière leur télévision à condition que les chaînes diffusent les matchs et c'est jamais évident. C'est vrai qu'on ne parle pas assez souvent des footballeuses. En tout cas, merci beaucoup Sandrine. Avec plaisir. Dans un instant, on va vous faire découvrir les coulisses du métier d'opticien et puis nos invités vont vous faire voir la commune de Reyerswiller sous tous les angles. A tout de suite. Du 19 mars au 7 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 21e édition du festival Mira de Plate, festival de langue francique et des langues de France sur le thème des plantes pour la vie. Au programme de cette édition exceptionnelle, des expositions, du théâtre, de la chanson, de l'humour, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le 6 avril. Programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison et pour toutes les occasions. Votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Gallery. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Nouvelle journée de championnat pour le Sarreguemines Football Club. Les faïenciers se rendent dans les Vosges, à Raon-l'Étape. Coup d'envoi de la rencontre à 17 h. Un match à suivre en direct sur Mosaïque Cristal. La commune de Reyerswiller, comme vous ne l'avez jamais vue ni même imaginé, évidemment, on espère que ça vous donnera envie d'y faire un tour. Gérard Kölsch, vous êtes passionné de l'histoire de Reyerswiller. Pour vous, cette commune, c'est une pépite? C'est sûr, c'est même une grande pépite. Blottie au fond de la vallée, il y a beaucoup à voir et beaucoup à découvrir. C'est pour ça que Norbert, il a essayer de faire redécouvrir notre patrimoine à travers un rallye. Alors justement, on va en parler, mais on va d'abord parler de la commune. Gérard Kister, vous qui en êtes le maire, votre commune, elle est située en plein milieu du pays du verre et du cristal. Alors on le sait, le pays de Bitche, il attire beaucoup de touristes, de visiteurs, mais a priori, c'est jamais votre commune de 363 habitants qui est citée en premier. Comment est-ce que vous comptez réussir à attirer des visiteurs à Reyerswiller? Est-ce que c'est le but dans la commune? Bon, je dirais que d'abord, je voudrais rendre la commune plus attractive. Dans un premier temps, en nettoyant les fonds de vallée, là, une opération qui a déjà commencé aujourd'hui avec la communauté de communes et qui va se poursuivre dans les jours à venir avec les bénévoles. Ensuite, au milieu du village, nous avons le restaurant communal qui va ouvrir ses portes d'ici quelques semaines. Nous avons fait le nécessaire pour le rendre attractif et avec un restaurateur de haut niveau, je pense que vu les grandes salles qu'il y a et le parking, il va y avoir du monde dans les temps à venir qui va venir profiter de cette occasion. Norbert Knobloch, vous êtes un marcheur invétéré, si je peux me permettre, et vous avez eu une super idée, c'est d'organiser une balade ludique à la découverte en fait du patrimoine de Reyerswiller. Alors le concept en soi, il existe déjà, vous ne l'avez pas inventé, mais comment vous avez eu l'idée de l'appliquer à Reyerswiller? Alors c'est tout simple. En fait, c'est grâce à Gérard que l'idée m'est venue. De faire revivre en fait le passé, puisqu'avec Gérard, j'ai eu cette opportunité de voir tous ces sites, donc 21 et d'autres encore, Gérard, 21 sites pour l'heure qui ont été recensés. Et donc l'idée de faire découvrir, de faire participer les gens de ma commune, entre autres, au travers, là on va voyager dans le temps puisqu'on va démarrer. Mais comment vous connaissiez ce concept? Vous l'avez découvert Oui, comment? alors je l'ai découvert en Meuse, dans un premier temps chez mon gendre, et dans un deuxième temps dans le Bas-Rhin, tout proche à Lorenzen.
Et donc, vous vous êtes dit pourquoi pas chez moi. Et pourquoi pas chez nous. Alors, on va en parler plus en détail au fil de cette émission, mais de ce concept. Mais j'ai envie de me tourner vers Gérard Kister. Une idée comme ça, une démarche comme ça, organisée par une association en plus, c'est une aubaine pour votre commune. Oui, effectivement, ça permet de faire connaître la commune dans la région, mais bon, disons que l'association Sport et Loisirs est déjà très active en ce sens-là, et il y a beaucoup d'activités qui se font, et la commune commence à effectivement être connue dans la région. Alors bon, une action semblable se fait dans le même prolongement, ben, j'espère qu'il y en aura encore d'autres. D'accord, alors beaucoup d'activités organisées par cette association. Ceci dit, côté organisation, je me dis que là, ça doit être quand même un cran au-dessus et une sacrée organisation, une sacrée mobilisation. Comment ça s'est organisé? Alors, c'est une aventure qui dure maintenant depuis 2 ans, entre le moment où Gérard nous a fait découvrir tous ces sites et récemment encore, grâce au concours de notre maire, on a pu mettre en valeur un site qui date du 17e. Donc tout ça, effectivement, ça a mobilisé des gens, bien sûr, parce que là, en fait, les acteurs, Gérard et notre maire, mais il y a d'autres personnes que j'aimerais citer, bien sûr, et bien sûr, ça a nécessité de l'organisation, du travail. Et aujourd'hui, le résultat est là, puisque... Et la motivation, en tout cas, elle est là par-dessus tout. Alors, sans tout dévoiler des 21 sites qu'on va pouvoir voir sur le parcours, il y a par exemple le fameux chêne des Suédois. Gérard Kölsch, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Eh bien, le chêne des Suédois, ça a toujours été un site très prisé par ceux qui aiment la nature, parce que vraiment, ça fait... On en parle, voilà, d'ailleurs on le montre, on en parle déjà pendant la guerre de 30 ans, où les habitants du village étaient pendus à un arbre, là, sur une branche. Et il fait, à hauteur d'homme, une circonférence de 6,20 mètres. Et donc, il fait partie des arbres remarquables, je suppose. Qu'on peut le dater au moins de 6 siècles. Waouh! Oui, parce qu'en 1630, il y avait les Suédois au village. Et je pense que pour accrocher quelqu'un à une branche, il faut déjà que l'arbre il soit adulte. Hein. Oui, bien sûr. Et comme le dit Julia, si je peux me permettre, il fait partie des 400 arbres remarquables. Oui, oui. D'accord, oui, ça paraît évident vu son histoire. Alors, les participants, ils vont aussi pouvoir observer la découverte la plus récente dans le village. C'est la meule d'un ancien moulin à temps. C'est quoi? Non, c'était pas le moulin à temps. Le moulin à temps, il était en dessous. Ça, c'était un moulin à farine. Il y avait 3 roues à l'époque, et plus tard, il n'y en avait plus que 2. Et il était alimenté par le Schwangerbach, le ruisseau. Mais donc il y a une meule qu'on vient de retrouver en fait. Ah oui, grâce à Norbert et puis à ses fouilles, parce que Norbert il est vraiment assidu. Et voilà. Alors du coup je me tourne vers le maire de la commune parce que cette meule, elle va devenir quoi? Vous avez, parce que c'est à vous de prendre la décision, vous voulez en faire quoi? Eh bien on va essayer de la laisser là, en la mettant en évidence, avec, disons, des écriteaux. Mais il faudra d'abord que je demande l'autorisation au propriétaire pour ce faire. Mais je pense qu'elle va rester là et qu'on va la mettre en évidence. Oui, parce qu'elle est sur un terrain privé. Voilà. Vous vouliez compléter? Oui, alors je voudrais juste compléter les propos de Gérard. C'était bien, au départ, c'était bien un moulin à temps. Ouais. Alors, le temps... Ça, ouais, voilà, je pense qu'il faut qu'on l'explique parce que je pense que la majorité des téléspectateurs ne peuvent pas savoir. Déjà, ça s'écrit comment? Alors, temps, T-A-N. Alors, pourquoi temps? Le temps, en fait, c'est l'écorce du chêne. Et à l'époque, donc, ce meunier utilisait donc cette écorce de chêne dans cette meule, en sortait une poudre, et cette poudre servait donc à tanner les peaux. D'où le temps.
Et donc c'est vraiment l'occasion d'apprendre plein de choses sur Rayerswiller, mais aussi surtout sur le passé. Et bien sûr, il y a toute une histoire entre ces moulins, mais on ne va pas la développer ici, on y passerait la journée. Des histoires d'assassinats, mais bon, toutes ces histoires-là seront bien exposées le jour du rallye. À découvrir. Qui fait partie aussi du mode de vie, quelque part d'autrefois, ce sont les lavoirs, et il y en a plusieurs à Rayerswiller. Il y en a au moins une bonne dizaine, enfin lavoirs et abreuvoirs. Parce que les gens qui allaient au champ, ils faisaient boire les bêtes lorsqu'ils revenaient des champs. Et puis voilà, ça c'est un lavoir typique là. Oui. Alors tout ça, ces exemples, ça fait partie donc des 21 sites qu'on va pouvoir découvrir. Une découverte qui va se faire de manière complètement ludique le 5 mai. Et alors je disais de vous tout à l'heure que vous êtes un marcheur invétéré, mais le 5 mai, ça ne s'adresse pas à des spécialistes de la marche, c'est pas une course, c'est pas une compétition. Il n'y a même pas beaucoup de kilomètres. Le but, c'est vraiment d'observer et de se repérer. Alors, le but déjà, c'est de profiter d'une belle journée en espérant que le soleil soit des nôtres et d'observer, bien sûr, l'observation. C'est un parcours qui est adapté à tout le monde. La durée, 2h30, il faut compter à peu près 2h30. Le parcours fait à peu près 5 km. Parcours sécurisé, bien sûr, et il s'adapte à tout le monde, enfants, parents, et ce sera vraiment une journée de découverte du passé, d'une histoire d'une commune. Et puis c'est pas du tout une visite guidée. Non. Le concept, c'est chacun se débrouille, mais part à la chasse au trésor, c'est ça? Voilà, c'est un petit peu une chasse au trésor, puisque chaque participant on remettra à chaque participant une plaquette numérotée. Et à chaque numéro correspondra des questions, des devinettes. Il y aura un fil rouge pendant tout ce trajet. Bref, ce sera vraiment intéressant pour jeunes, moins jeunes. Et derrière ça, il y aura même des boîtes aux lettres qui seront cachées. À charge peut-être pour les enfants de trouver ces boîtes aux lettres. Dans ces boîtes aux lettres, il y aura des réponses à certaines questions. Voilà, donc ce sera une journée de découverte, une journée passion aussi, puisque les personnes vont découvrir vraiment l'histoire de notre commune. Et alors, pour y participer, il reste tout pile un mois pour s'inscrire. Alors, pour s'inscrire, il vous suffit d'appeler au 06 88 23 86 82. Et puis, comme c'est limité aux 100 premiers inscrits, il va falloir faire vite. Et Julia, je voudrais juste apporter un aspect. La participation à ce rallye est gratuite. Oui. Absolument. Elle est gratuite, c'est important. Oui. Pour ceux et celles qui souhaiteraient rester déjeuner, il y aura possibilité de déjeuner sur place. D'accord. Alors du coup, pour y participer, il faut faire très vite parce que certes, il reste un mois pour s'inscrire, mais comme c'est réservé à peu près aux 100 premiers participants, il faut que les participants se dépêchent. Mais du coup, j'ai envie de dire, il faut aussi que les organisateurs se dépêchent de prévoir une nouvelle édition. Est-ce que c'est déjà un petit peu dans les esprits ? Alors là, je me retourne vers Gérard. Oui. Mais, enfin, il y a tellement de choses à voir au Pays de Bitche et surtout du côté de Rayerswiller qu'il faudra faire une deuxième édition. Alors je vous propose de nous donner le mot de la fin parce que même en dehors de ce rallye pédestre, qu'est-ce que vous pourriez dire aux téléspectateurs pour leur donner envie de venir découvrir Rayerswiller ? Eh bien, c'est des sites qu'ils vont découvrir, qui sont magnifiques et qui resteront certainement dans leurs souvenirs. Il faut venir et puis il faut voir. Voilà. Donc allez découvrir Rayerswiller. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Grâce à vous, on a pu du coup découvrir tous les aspects cachés de Rayerswiller. Enfin, quoique pas tous, mais pour tous, rendez-vous en mai du coup. On va maintenant découvrir les coulisses du métier d'opticien. Christine Richard est opticienne lunetière. Dans Tranche de vie, David Aurès et Yannick Sur l'ont suivi une journée dans son magasin Histoire de voir à Rohrbach-les-Bitches. Réception des verres, accueil des clients, contrôle de la vue. Vous allez découvrir les activités très variées de ce métier aux aspects relationnels, techniques et scientifiques. Je vous laisse en sa compagnie. Très bonne journée à tous. À bientôt. Pour vos menuiseries, demandez le conseil, le choix, la pose. Exigez la qualité, le service et l'expérience. AG Fermeture.
Bonjour, je m'appelle Christine, je suis opticienne et je vais vous faire découvrir le métier d'opticien lunetier. Alors, le matin, après le passage du livreur, on va dispatcher un petit peu tous les éléments qu'on a reçus au moment de la livraison dans les péniches. En fait, ça, le dossier d'un client, dans le langage d'opticien, ça s'appelle une péniche. Donc, on a des codes couleurs pour plus de rapidité. Donc ici, on est sur une couleur violette pour tout ce qui est lentilles. Le bleu clair, on est sur tout ce qui est réparation. On a du rose et du vert, c'est les femmes et les hommes. C'est pour une histoire de rapidité aussi, quand les gens viennent récupérer leurs lunettes. Donc une fois qu'on a dispatché les verts en péniche, on va les prendre et les mettre prêts à être montés. Donc on posera tout ici, à côté du centreur bloqueur, donc, qui va nous aider après à faire le meulage des verres. Une fois que les lentilles sont rangées dans les différentes péniches et les réparations, c'est prêt à être prévenu et on envoie des SMS ou des coups de fil aux clients. Maintenant, on va passer dans la partie vente. Madame Beck, est-ce que vous avez une ordonnance? Non, pas du tout. Non, vous êtes déjà cliente chez nous, hein? Oui. Voilà. Donc on va regarder ça. C'est un dossier qui date de 2017. Oui, donc, des dernières lunettes. Ce qu'on va faire, on va déjà commencer à faire le contrôle de la vue pour voir si ça a changé. Ok, écoutez, si vous voulez bien me suivre. Ouais, allez. Merci. On va vérifier tout ça alors. Hop. Voilà, mettez juste le menton bien contre la barre du haut. Voilà, et le fronton de la barre du haut. Voilà, on va juste faire le réglage impeccable. Ça va, vous êtes installé confortablement? Ok, c'est parti. On va passer à l'œil gauche maintenant. Impeccable. Je vais regarder tout ça. Vous pouvez vous reculer, hein. Alors, on va voir si la correction a changé. Très bien. Voilà. Installez-vous confortablement. Nickel. Et c'est parti. Alors, est-ce que vous arrivez à me lire la dernière ligne de lettres? Oui. Allez-y. Z-S-O-K-N. La dernière? Non. Est-ce que c'est mieux comme ça? Là? Oui, là c'est mieux. Oui. Z-K-O-S-N. Très bien. Et maintenant, les deux yeux ouverts. La première ligne, est-ce que vous arrivez à la lire? Oui. Allez-y. V-H-C-N-O. Parfait. Super. Écoutez, pour moi, il n'y a pas eu de changement. Alors, on va pouvoir procéder au choix de la monture maintenant. Okay, allez. Alors, concernant le choix de la monture maintenant, est-ce que vous avez une petite idée? Vous savez dans quelle direction on va aller? Monture plutôt métallique, plutôt plastique? Coloré. Coloré plutôt, voilà, léger ou léger. Ok, écoutez, on va regarder un petit peu de tout. Je vais vous faire une sélection et on va regarder un. Allez. Donc pour vous expliquer un petit peu, dans le magasin, il faut un petit peu des montures pour tous les goûts, pour tous les budgets. On a des montures de marque, autant des montures créateurs, donc des montures hyper originales, parce que les montures, c'est le côté mode également. On a des montures made in France, donc ça c'est quelque chose vraiment de très costaud, hyper robuste, ou des montures par exemple très légères pour quelqu'un qui veut voilà, plutôt de la légèreté. On va faire une petite sélection de montures maintenant. Ok. On va essayer tout ça. Oui. Alors, on va commencer par de la couleur. Allez-y. Qu'est-ce que vous en pensez dans ce style-là? Un peu trop rouge, non? Trop rouge? D'ailleurs, ça tombe bien, je l'ai prise dans une autre couleur. Je l'ai prise en bleu.
bleu et marron. Ça, c'est plus joli. Ça, ouais, elle est vraiment très jolie. On va essayer quelque chose de coloré et léger, comme vous vouliez quelque chose de très très léger. Donc là, on est sur un produit fabriqué en Autriche, sur la marque. Voilà. Et c'est la seule marque qui va, par exemple, dans l'espace. C'est les produits les plus légers, quoi. Vous l'avez pas en autre couleur. Si on l'a dans une autre couleur, on peut changer en fait les clips autour. Donc c'est disponible par exemple en violet, en bleu, en rouge. Donc on peut les changer en fait en même temps. Ça permet d'avoir de la légèreté mais de la couleur. Voilà. Donc on reste sur cette monture-là alors. Comme on a dit tout à l'heure, on reste sur les mêmes verres qu'il y a 2 ans, en anti-reflet, donc traitement durci pour éviter les rayures. Ok. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est télétransmission avec la sécurité sociale. Je m'occupe du tiers payant avec la mutuelle. Donc là tout sera pris en charge et donc on peut se dire à dans une semaine alors. Oui, très bien. Ok, ben écoutez, c'est tout bon et bonne journée alors. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vais vous parler maintenant des produits spécifiques que vous pouvez trouver dans un magasin d'optique, notamment donc, les masques de ski. Souvent, c'est un petit peu compliqué pour les gens qui sont amateurs de ski d'avoir les lunettes, le masque de ski, c'est jamais vraiment très confortable. Là, on peut porter donc justement les lunettes sous le masque. On a des encoches spécialement conçues. L'épaisseur est un petit peu plus épaisse. Ça permet d'être confortable donc, dans son masque de ski. On va parler maintenant de la partie atelier. Donc on a l'affiche du client avec nos verres et on va aller les bloquer. Donc ce qu'on va faire, donc on va prendre la monture, on va aller la palper dans cette machine. Une fois que la forme sera prise, elle sera mise ici sur cet écran. On va rentrer manuellement donc les écarts pupillaires et les hauteurs du client, l'axage également. On va venir centrer notre verre sur cette machine. Donc là, on va mettre la pastille qui va venir bloquer le verre. Une fois que le verre est bloqué, on va pouvoir le lancer en machine. Ici, vous pouvez voir tous les éléments. En fait, le verre a été palpé. Donc là, on voit la position du biseau pour être sûr que tout est OK. Pour moi, ça roule et on lance. Donc là, le verre a fini de meuler. Ici, on est sur un verre de fabrication française, un verre de Götzenbruck du laboratoire ophtalmique Mont-Royal. Donc une fois que le verre est meulé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier la cote de notre verre, si le verre est bon, à la bonne taille. Sinon, on fait une retouche au niveau du verre. Une fois que le verre est monté et à la bonne taille, on va lancer le deuxième verre. Une fois que l'équipement est terminé, on va passer dans une phase justement ici de vérification. Donc une fois que le montage est bien fait, on va aller sur un appareil, ça s'appelle un frontofocomètre. On va positionner la monture dessus et on va vérifier les différents éléments, c'est-à-dire l'écart pupillaire de la cliente, la hauteur, voilà. Vous vous êtes plongé dans la vie d'un opticien pendant une journée. J'espère que ce reportage vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans notre magasin Histoire de voir.